À la une ce soir. The world has just witnessed a historically swift and successful military triumph. Cessez-le-feu en Iran, Washington parle d'une victoire écrasante. And I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly and safely. Malgré la trêve, les frappes israéliennes se multiplient en nombre et en intensité au Liban. Je peux témoigner que c'est probablement la vague de frappe la plus violente et la plus intense que je n'ai jamais vécue. Et une nouvelle transfuge à Ottawa, Marilyn Gladu, rejoint les libéraux de Mark Carney. Bienvenue à l'équipe gouvernementale. Passer de conservateur à libéral, ce n'est pas changé tant que ça de programme. C'est moralement très douteux. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Alors, au lendemain du cessez-le-feu annoncé entre l'Iran et les États-Unis, la réouverture du détroit d'Ormuz reste incertaine à cette heure-ci. Les médias d'État iraniens ont rapporté que Téhéran avait fermé le détroit, dont la réouverture, vous le savez, était l'une des conditions du cessez-le-feu de 2 semaines. Et pendant ce temps, Israël a torpillé le sud du Liban. Ça a fait plus de 250 morts. Sabrina, c'est donc un cessez-le-feu fragile et qui vient avec énormément de questions, là, encore à cette heure-ci. Oui, parce que selon la proposition du premier ministre pakistanais, eh bien, le cessez-le-feu incluait le Liban. Mais là, aujourd'hui, il y a la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit non, non, non. Donc, le cessez-le-feu n'inclut pas le Liban. Et le président a ajouté que c'est en raison, en fait, du Hezbollah libanais. Pendant que vous voyez, en fait, ces images, le sud du Liban, dont Beyrouth, qui a été bombardé de manière vraiment intensive par Israël. L'ampleur même des attaques lors des frappes israéliennes a été qualifiée d'épouvantable par le haut commissionnaire des droits de l'homme de l'ONU. Et d'ailleurs, il y a le président du Parlement iranien qui a dit que le cessez-le-feu est déraisonnable vu les violations qui ont été observées relativement à ce qu'on avait dit avec cette entente-là. Donc, le cessez-le-feu au Liban était une des conditions essentielles du plan en 10 points, selon ce qu'a dit le président iranien. Mais les frappes, bien sûr, ont été dénoncées par plusieurs pays, dont la France. La situation est critique. Le Hezbollah a fait la faute stratégique en attaquant Israël et en entraînant le Liban dans la crise régionale. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à la fois par ce à quoi nous avons assisté par les frappes et l'occupation du sud-Liban d'Israël, ne peut pas être une réponse dans la durée, nous le savons. Et là, Sabrina, c'est pas clair ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz. Il a été rouvert, puis ensuite, semble-t-il, fermé, mais ça a été démenti par la Maison-Blanche. On peut même pas dire encore à ce moment-ci si le détroit est rouvert ou est fermé, parce que c'est extrêmement complexe, comme tu le disais. Donc, selon l'Iran, donc une agence de presse iranienne, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est que le passage des bateaux pétroliers dans le détroit d'Ormuz a été remis sur pause en raison des bombardements au Liban. Mais le vice-président des États-Unis, lui, J.D. Vance, a dit que si les négociations échouent à cause du Liban, bien, ce sera le choix, en fait, des Iraniens et qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. On l'écoute. But the president's very, very clear. The deal is a ceasefire, a negotiation. That's what we give. And what they give is the straits are going to be reopened. If we don't see that happening, the president is not going to abide by our terms if the Iranians are not abiding by their terms. Bon, et en plus du vice-président américain, il y a aussi la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit que ce serait complètement inacceptable si l'Iran bloquait à nouveau le détroit d'Ormuz parce que, bon, bien sûr, la réouverture, bien, ça faisait partie de l'entente parce que, oui, il va y avoir des négociations qui vont commencer dès samedi, notamment avec le vice-président américain. That is completely unacceptable. And again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. And I will reiterate the president's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on avait beaucoup d'espoir en lien avec le prix du baril de pétrole, étant donné la réouverture du détroit d'Ormuz. Vous le voyez juste dans les dernières semaines, à quel point on est parti avant le début de la guerre en Iran. 7 février, on était à 60 US. Le 7 avril, hier, on était à 105 et aujourd'hui, ça a clôturé environ à 98 américains. Donc, on sent que ça diminue un petit peu, mais somme toute, l'incertitude, ça fait mal encore au baril de pétrole. Merci beaucoup, Sabrina. Maintenant, je vous parle d'avionneur Airbus qui veut sa part des milliards de dollars disponibles en dépenses militaires. Son nouveau PDG canadien a rencontré la communauté d'affaires de Montréal ce midi. Étienne Fortin-Gauthier a eu l'occasion de s'entretenir avec Guillaume Chevasson qui souhaite que le Québec profite des investissements du gouvernement fédéral.
avion MRTT, vous le voyez, le ravitailleur en vol, qui est un avion immédiatement stratégique. Il permet de transporter plus vite, plus loin et en plus grand nombre des avions, des troupes et du cargo. Le gouvernement Carney a été clair. Il va investir 82 milliards de dollars dans l'armement au cours des 5 prochaines années. Ça cadre bien avec l'objectif de l'OTAN qui exige 2 % du PIB dans la défense. Le PDG ne le cache pas. Il veut profiter de cette manne financière du Canada en matière de défense, mais il dit que ce sera gagnant-gagnant pour le Québec puis son entreprise. Les besoins de l'armée canadienne sont énormes et notamment pour le renouvellement de la flotte de l'armée des Griffons, les fameux Griffons, des hélicoptères qui sont aujourd'hui modernisés et sur lesquels nous, on a une ambition qu'on partage, je pense, avec vous. Si le Canada nous fait confiance, nous, on aimerait construire une chaîne d'assemblage ici, ce qui est unique industriellement, c'est énorme en termes de création de valeur. Pour les gens qui nous écoutent à la maison quand même, ils se disent on a de la difficulté à payer notre épicerie, on entend des milliards dans l'armement. Est-ce que c'est la priorité vraiment? Oui, ces milliards dans l'armement dans le monde aujourd'hui, dans l'instabilité dans laquelle on est, elle est une condition essentielle. La sécurité, elle est la condition pour la viabilité économique de tout. Ce qui est important, c'est comment cet argent est investi pour les Québécois. L'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand, était dans l'assistance. Il croit que le Québec doit prendre sa place et saisir les opportunités en matière de défense. Mais exiger qu'ils achètent les biens qui sont fabriqués ici, qu'ils embauchent des gens d'ici, etc. À un moment donné, tu peux toujours faire des théories que tu touches à rien. Il faut être aussi pragmatique parce que tu peux laisser des centaines de milliers de jobs se créer ailleurs, rester puriste et être en chômage. La 220, qui a 10 ans, qui va fêter ses 10 ans cette année. Aujourd'hui, le PDG d'Airbus a fait sa présentation flanquée d'une image de l'Airbus A220. Le A220, c'est l'avion développé par Bombardier, nommé auparavant le C-Series. Mais les Québécois ont perdu la moitié de leur investissement de 800 millions dans le programme. Évidemment, le A220, son développement a coûté cher au Québec. On aurait perdu 400 millions de dollars. Qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui se disent, est-ce qu'on va les récupérer, ces billes-là? Oui, moi, ce que je dis au Québec, c'est qu'aujourd'hui, le programme A220, c'est 5000 personnes. C'est 2 fois plus de gens aujourd'hui qui travaillent sur le programme qu'en 2019. Ce programme-là, il crée aujourd'hui une richesse incroyable. C'est 2 milliards par an injectés dans l'économie québécoise et canadienne. Donc, le 400 millions, est-ce qu'on va le revoir ou... Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les bénéfices, aujourd'hui, sont déjà tangibles. L'argent qui a été investi dans le programme, il est aujourd'hui démultiplié par tout ce qu'il a mené en termes de création de valeur. Malgré certains défis, puis les turbulences actuelles sur la planète, le PDG canadien d'Airbus se fait rassurant pour les 5000 Québécois qui travaillent pour son entreprise et dont les emplois seraient assurés. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. Les compagnies aériennes font face à une montagne de plaintes provenant de passagers. Ce sont près de 100 000 plaintes qui s'empilent à l'Office des transports du Canada. Puis on le sait, ça peut prendre du temps, jusqu'à 3 ans pour rendre une décision. Donc la solution d'Air Canada, embaucher son propre arbitre, donc un médiateur pour accélérer les choses. Le président de Volantar est avec moi, Jacob Charbonneau. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bergeron. D'abord, revenons à la base. Quel est le rôle de l'Office des transports du Canada? Oui, en fait, le rôle de l'Office, il y a 2 rôles. C'est de mettre en place la réglementation, s'assurer qu'elle est suivie. Et c'est aussi un tribunal quasi-administratif, quasi-judiciaire administratif, qui va juger et rendre des décisions lorsque on a des plaintes au niveau aérien. OK. Donc, est-ce qu'il manque de monde à l'Office? Pourquoi c'est si long avant de rendre des décisions? En fait, c'est extrêmement long parce que le nombre de plaintes a augmenté terriblement au cours des dernières années. Et pas le nombre d'employés. Et pas le nombre d'employés, bien qu'il y ait eu beaucoup de budget qui a été alloué à l'Office, si bien que l'Office devait mettre un frais pour les transporteurs lorsqu'un dossier était traité par l'Office et qu'on donnait gain de cause aux passagers, qui, selon des études, c'est plus de 60 des cas. Donc, les passagers ont gain de cause qui auraient dû obtenir des indemnisations directement du transporteur à la base. OK. Donc, comme ce frais-là est toujours pas en place, donc, puis on a appris dernièrement qu'il y a eu un peu d'interférence ministérielle par rapport à ça, bien que l'Office devrait être, en fait, indépendant. OK. Donc, en clair, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui se dit, moi, j'ai déposé une plainte, là, je vais avoir le choix d'attendre 3 ans ou bien
de me tourner vers le médiateur choisi par Air Canada. Oui, bien en fait, tu sais, d'attendre 3 ans pour faire respecter ses droits, c'est une fausse promesse. Hein? C'est un déni de justice parce que c'est tellement long que les passagers ils se découragent, ils abandonnent les démarches. Et là, Air Canada dit parfait, nous, on va leur faire des offres via un médiateur qui n'est pas impartial, hein, qui est payé par Air Canada. Donc, ça ouvre la porte, en fait, à des compensations à rabais puis à contourner le système qui est en place. Oui, mais d'un autre côté, ça va faire en sorte que la liste d'attente à l'Office sera moins épaisse, finalement, sera moins longue? Possiblement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà un faible pourcentage des gens qui vont aller contester les décisions des lignes aériennes, hein, parce que souvent, les gens, on ne connaît pas trop nos droits, on se fait donner des raisons qui sont très larges. Hein. Souvent, c'est de la maintenance, on ne sait pas trop c'est quoi, la météo, comment. parfois, mais il fait beau, tu dis, bien, OK, d'accord, la météo a le dos large. Exactement. Donc, pour aller au fond du système, il faut passer par l'Office qui va avoir accès à l'information et qui va pouvoir rendre une décision qui est impartiale et qui est exécutoire aussi. Si on passe par un médiateur, bien là, ce qu'on va voir, c'est des offres pour des passagers qui sont tannés d'attendre, qui veulent juste régler le dossier. C'est souvent des petits montants. Et là, qui doivent attendre 3 ans présentement et se découragent. Mais c'est tellement complexe quand vient le temps d'obtenir une compensation. Puis pourtant, ça devait être accéléré, ce processus-là. Là. Oui, en fait, du côté de l'Office et même au niveau du Parlement, il y a une directive claire d'une nouvelle mouture de réglementation, mais aussi des frais qui doivent être imposés aux transporteurs. Et on se rend compte que ça se fait toujours attendre. C'est bien complexe, ça. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien intéressant tout ça. Je vous en prie. Au revoir. On reste dans l'aviation. L'entreprise québécoise CAE coupe environ 180 postes dans la province. Le géant des simulateurs de vol élimine aussi une centaine d'autres emplois ailleurs dans le monde. Cette annonce survient alors que la compagnie multiplie les actions pour réduire ses dépenses. CAE va notamment fermer ses installations dans plusieurs villes des États-Unis et de l'Europe. À la veille de l'élection d'un nouveau chef, le bilan de la CAQ en matière de logement est critiqué. Le FRAPRU estime que les mesures qui ont été mises en place depuis 2018 n'ont pas permis de résorber la crise. De son côté, le RECLAC dénonce les augmentations de loyers des dernières semaines. Certaines hausses ont même atteint 20 %. Reportage, Lila Mouche. Vous êtes locataire ou propriétaire? Moi, je suis locataire. Tu as eu une augmentation de loyer cette année? Oui. En changeant de locataire, ils ont pu vraiment beaucoup augmenter. De combien? Je crois que c'était de 100 $. Et c'était justifié, selon toi, qu'il voulait augmenter le loyer? Il avait fait des travaux dans le logement? Il n'avait pas fait de travaux. Oui, j'ai reçu une augmentation qui était un petit peu plus du pourcentage de cette année, mais je l'ai accepté. La plupart du temps, pas justifié. Les contestés l'année passée, ça a fonctionné un peu. Cette année, j'ai juste laissé faire. Que vous avez fait une augmentation à vos locataires cette année? Oui, on n'est pas obligé d'augmenter au maximum. La crise que vit le Québec est avant tout une crise de logement cher. Le FRAPRU, le Front populaire d'action pour un réaménagement urbain, parle d'une rareté de logements à loyer bas. Et ce même organisme explique la crise du logement actuel. Elle ne peut pas se résorber en construisant plus de logements chers. Alors oui, ça paraît évident, dit comme ça. Pourtant, le FRAPRU reproche au gouvernement ce cap inchangé depuis 8 ans. Et ce qu'ils veulent, c'est plus de logements sociaux. 62 % de hausse de loyer depuis l'arrivée de la CAQ depuis 2018, 10 % en un an. C'est énorme. Et l'abandon du logement social, l'arrivée de nouvelles catégories de termes, tu sais, dans le discursif aussi, le abordable, abordable intermédiaire. Mais si on étudie puis on regarde, c'est pas sans conséquence sur le prix des loyers. C'est toujours là qu'on le voit, qu'on a perdu finalement en abordabilité. On a martelé la politique de l'offre sans égard à ce qu'on construisait au prix puis à la capacité de payer des gens. C'est toujours indexé au prix du marché. Depuis plusieurs semaines, de nombreux locataires ont vu le montant de leur loyer augmenter et pour certains de façon significative. Des augmentations de 20 % ont été constatées par le RECLAC, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Et il y a quelques jours, ils ont dénoncé les augmentations abusives et les mauvaises conditions d'habitation dans une action militante. Comme à tous les ans, il y a qu'est-ce que ça dit dans la loi et les règlements et qu'est-ce que les locataires vivent. Donc encore cette année, oui, il y a des gens qui ont eu des hausses de 100, 150, 200 $, même quand il y a eu peu ou pas de travaux dans les logements. Donc, c'est sûr qu'il y a des propriétaires qui osent toujours demander beaucoup plus que ce que la loi
loi permet. Puis le fardeau est toujours aux locataires d'oser refuser des hausses qui vont au-delà des normes, disons. C'est pas fini les grosses augmentations, même si l'inflation s'est calmée. Mais ils ont dit, oh, ben maintenant, on va compter les 3 dernières années. Puis si tu comptes 3 ans en arrière, il y a beaucoup d'inflation, donc on va mettre le taux de base à plus de 3 %. Historiquement, c'est très haut, 3 %. Pendant 15-20 ans, on avait des taux de moins de 1 %. Les contestations de hausse de loyer au Québec devant le TAL sont en forte augmentation depuis des années. On constate 21 300 demandes de contestation pour l'année 2023-2024 contre 7 200 pour l'année 2021-2022. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Les travaux du REM progressent en vue de l'ouverture de la station à l'aéroport Montréal-Trudeau d'ici 1 an. Un premier passage réussi sur le tronçon a été réalisé en janvier. Depuis, les équipes de Nouvir sont à finaliser la construction en vue des essais. Elliott Tremblay. À Montréal, se rendre à l'aéroport, ça n'a jamais été simple. Depuis le début, c'est compliqué. Il n'y a pas de métro, pas de train, juste des autos, des taxis et des autobus. Ben, un autobus. Ces temps-ci, c'est encore plus compliqué. L'aéroport au complet est un chantier. Il y a le stationnement qui est en démolition, il y a des travaux routiers partout, puis il y a même une nouvelle station du REM qui est en construction. Là, on s'en va visiter le chantier de la nouvelle station du REM à l'aéroport. Juste là, 40 mètres sous terre, on est en train de construire la prochaine station du REM à l'aéroport. C'est un projet qu'on attend depuis longtemps, puis la promesse, c'est qu'on va pouvoir se rendre rapidement à l'aéroport en train, sans trafic. Donc là, actuellement, on se situe au niveau des quais. On est même au niveau des rails. Donc, éventuellement, les trains vont arriver exactement où on se positionne aujourd'hui. Là, on est pas mal ces rails. Là. Au cœur de la station, oui, tout à fait. À partir de quand on ne pourra plus être ces rails parce que les trains vont passer? Bien, on vise une mise en service en 2027. Donc, c'est l'objectif. À date, avec les travaux là, qui vont bon train, on est sur l'échéancier. Donc, c'est l'objectif 2027. Au départ, on avait planifié un budget de 600 millions de dollars pour cette station du REM à l'aéroport. Et de ce qu'on nous a dit aujourd'hui, apparemment, le budget est respecté. Côté budget, il y avait 600 millions au début. On est encore à 600 millions aujourd'hui. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Les travaux de la station, donc l'excavation, a débuté en 2022 et on prévoit finir là, en 2027. Puis on peut voir ici, les rails sont installés. Ça commence à prendre forme. Ça ressemble à une station de REM. Là, il nous reste la structure du iceberg. Donc ici, finaliser l'intérieur. Structure du iceberg, excuse, je te coupe, ça veut dire quoi un iceberg? Bien, dans le fond, nous, on imagine cette structure ici, intérieure de la station, comme étant le dessous d'un iceberg. Donc, avec un fini architectural super intéressant, on veut une porte d'entrée pour Montréal là, qui nous représente. L'aéroport Pierre-Éliott Trudeau est extrêmement achalandé. On y accueille pas loin de 20 millions de passagers annuellement. Et l'objectif avec le REM, c'est que 20 % des gens qui vont à Yule s'y rendent en REM. Mais pour l'instant, le chantier cause beaucoup de trafic. Oui, ces travaux-là, ils vont avoir, c'est sûr, des fois des impacts sur l'expérience des usagers, mais ils sont vraiment nécessaires. Mais c'est sûr que dans les 2 prochains étés, il y aura encore des défis au niveau de la congestion routière, mais avec le REM, avec les nouveaux débarcadères en 2028, ça va quand même venir changer vraiment la donne pour l'accès à l'aéroport. Depuis le début, le REM, c'est une histoire de délai, de report puis de dépassement de coûts. C'est un projet qui devait coûter moins cher puis ouvrir plus tôt. Alors là, la grande question, c'est est-ce que le REM va enfin simplifier l'accès à l'aéroport ou est-ce que les Montréalais vont encore devoir composer avec des délais, des ajustements et des imprévus? À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Marc-Antoine à Sherbrooke, Étienne au Saguenay, mais je commence avec toi, Samuel, à Trois-Rivières, parce que la ville de Shawinigan demande au conseil d'administration d'Énercyc de revoir à la baisse le salaire de ses membres. Effectivement, on demande une baisse de plus de 60% du salaire du président de l'organisme. Alors, Énercycle, c'est la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. C'est donc un organisme paramunicipal financé en grande partie par les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan et dont le salaire du président a atteint plus de 60 000 $. La ville de Shawinigan, justement, elle demande à ce que ce salaire il soit revu à la baisse et ajusté par rapport à la grille de rémunération des CA des sociétés d'État. Il passerait donc de 60 000 à environ 20 000 $. Du côté d'Énercycle, on juge que ce salaire, eh bien, il est convenable et même proportionnel par rapport aux régies à travers la province. Le président nous confirme d'ailleurs qu'il a bien reçu la demande de la ville de Shawinigan, mais que ce sera au CA lui-même de voter son propre salaire au moment d'un vote. On l'écoute.
La ville de Shawinigan nous envoie une lettre pour nous dire nous, on aimerait que vous lisiez ce qu'on vous envoie puis que vous en preniez acte. Officiellement, cette résolution-là de la ville de Shawinigan a fait juste nous dire on aimerait ça que vous teniez compte de ce qu'on pense. Elle n'a pas de valeur au sein du conseil d'administration d'Énersic. Il est important de noter que tous les membres de CCA exercent d'autres fonctions en parallèle. Et c'est d'ailleurs ce poste de président qui avait permis à Michel Angier, l'ancien maire de Shawinigan, d'être le 4e maire le mieux payé de toute la province, juste derrière les maires MRS de Montréal, Laval et Longueuil, alors que Shawinigan ne compte que 50 000 habitants. Merci beaucoup, Samuel. Étienne, maintenant à Saguenay, une marche s'est tenue pour réclamer un tarif unique dans les garderies et qu'elles soient subventionnées ou non, là. Oui, il faut le mentionner. En fait, un petit rappel, on peut payer jusqu'à 90 $ par jour là, pour une place en garderie non subventionnée. C'est ce que plusieurs familles doivent débourser justement pour voir leurs enfants aller à la garderie. D'un autre côté, il y a les garderies qui sont subventionnées, qui offrent des tarifs fixes. 9,65 $, là, c'est ce que les parents doivent payer. Pour sensibiliser là, les acteurs politiques du milieu, un mouvement provincial a été mis sur pied pour justement promouvoir une équité là, dans le paiement des parents pour envoyer leurs enfants justement dans les garderies. Et des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi matin à Jonquière pour appuyer le mouvement. Il y avait des parents qui étaient sur place, mais il y avait aussi des propriétaires de garderies qui ont mentionné qu'ils étaient au courant en fait du déséquilibre par rapport au paiement. On peut les écouter. C'est important pour nous, la stabilité. On aurait eu la chance d'avoir une place en CPE quasiment donnée, là. Mais on l'a refusé parce qu'on voulait pas déraciner nos enfants. Fait que c'est un choix qu'on a pris pour eux, mais clairement, financièrement, ça nous impacte. À ma garderie, c'est 70 $ par jour. Fait que c'est quand même 350 $ par semaine pour un enfant. Tandis qu'une subventionnée, c'est environ 48 $ par semaine. On s'entend que c'est comme gagner à la loterie, comme tout le monde dit. Fait que quand ils ont une place en milieu, ils s'en vont. Il faut mentionner que le mouvement pour un tarif unique s'est rendu jusqu'à l'Assemblée nationale le 24 mars dernier. Plus de 30 000 signatures étaient en faveur là, d'une équité financière. Merci, Étienne. Maintenant, Marc-Antoine, à Sherbrooke, l'agrandissement du parc du Mont-Harford était attendu depuis longtemps et là, c'est officiel depuis aujourd'hui. Oui, un projet qui était attendu depuis plus de 20 ans. Alors, on parle de 50 km² additionnels. C'est près du double de la superficie actuelle, Marie-Christine. Donc, c'est un investissement de plus de 20 millions de dollars pour justement la création de sentiers, la création aussi de stationnement. Les travaux vont commencer un peu plus tard ce printemps. Et pour les usagers du secteur, bien, ça va entraîner quelques changements d'habitude. Parce que les gens utilisaient déjà là, ce territoire pour aller faire des randonnées, prendre des marches. Bien maintenant, ils devront payer pour avoir accès au territoire de la CEPAC. Il y avait aussi des gens qui utilisaient cet espace pour aller faire du VTT, même pratiquer la chasse. Donc, tu comprendras, Marie-Christine, que maintenant, bien, ce n'est plus possible et certains sont contents de cette nouveauté, mais d'autres ne cachent pas leur déception. Je crois que ça va être bien pour le parc parce que ça va protéger un petit peu là, des gens qui vont là, en quad, en skidoo, en motocross et whatever. Mais le mauvais côté, c'est tout l'achalandage que ça va causer ici. Là. Parce qu'on était dans un coin tranquille, mais là, avec tous les gens qui vont vouloir aller voir, bien, ça sera plus tranquille du tout. Là. On nous a averti qu'on n'aurait pas le droit des chiens. Bien, on espère qu'ils vont changer. Là. La CEPAC a commencé à informer les gens de tous ces changements. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Québec injecterait les 300 millions de dollars pour accélérer les travaux de modernisation à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le gouvernement souhaite s'associer avec l'entreprise CGI pour réduire sa dépendance aux géants du Web. Le commentaire d'Yves Boisvert. Et une triple égalité en tête de l'Association Atlantique, les Canadiens en mission pour finir premier. On en discute avec les gars du C-Cassette. Mais d'abord, au Moyen-Orient, malgré le cessez-le-feu d'une durée de 2 semaines entre Washington et Téhéran, bien, le Liban continue de se faire bombarder. Un nouveau bilan fait état de 254 morts et 1165 blessés après des frappes israéliennes. J'en ai discuté un peu plus tôt avec le correspondant pour Radio France Internationale en direct de Beyrouth. Monsieur Khalifeh, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, parlez-nous de la situation en ce moment. Là. Comment ça se passe sur le terrain avec ces bombardements incessants?
Pour l'instant, c'est surtout les travaux de secours, de déblaiement, des décombres des immeubles et des appartements qui ont été détruits. Les appels pour les dons de sang, les tentatives de réunir des familles. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leur famille pour cause de décès ou pour cause de panique qui a suivi cette vague de bombardements. Évidemment, des frappes se poursuivent dans d'autres régions, mais à Beyrouth, c'est surtout un état de choc. On sent la population extrêmement affligée, extrêmement affectée par cette vague de raids sans précédent. J'ai moi-même connu toutes les guerres d'Israël contre le Liban depuis l'invasion de 1982 et je peux témoigner que c'est probablement la vague de frappe la plus violente et la plus intense que je n'ai jamais vécue. Toute une tragédie humanitaire. Dites-moi, M. Khalifeh, pourquoi le Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu, selon vous? Il y a une grande confusion à ce sujet. Le Premier ministre pakistanais, lorsqu'il a annoncé le cessez-le-feu, il a dit que la fin des hostilités concernait tout le Moyen-Orient. Il a spécifiquement cité le Liban et ailleurs. Et puis, visiblement, il y a eu des changements au niveau de l'administration américaine sous pression israélienne. Arrêter la guerre à ce stade pour Israël, qui n'a réalisé pratiquement aucun des objectifs qu'il s'était fixés, aurait été perçu par l'opinion publique israélienne, par l'establishment politico-militaire en Israël comme une défaite stratégique. Ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne peut pas accepter et ne peut pas supporter. Maintenant, comment pensez-vous que le Liban peut sortir de cette crise? Il faut qu'il y ait un fort soutien, un forcing international des démarches diplomatiques menées par tous azimuts, menées par les Européens, par les pays amis du Liban. Il y a aussi le fait que les Iraniens semblent vouloir remettre en cause le cessez-le-feu, laisse entendre que une des conditions posées, qui est la fin des hostilités sur le théâtre libanais, n'a pas été respectée. Le président du Parlement iranien l'a laissé entendre, d'autres responsables. Donc voilà, le Liban tout seul ne peut pas se sortir de cette crise. Courage, M. Khalifeh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. De retour chez nous maintenant, le Parti conservateur perd un autre député. Marilyn Gladu se joint aux libéraux. Alain est avec moi pour analyser tout ça. Salut, Alain. Salut, Marie-Christine. Alors, Mark Carney, qui s'approche à très grands pas d'une majorité, là. Oui, tout à fait. L'élection partielle qui a lieu lundi, c'est 3 circonscriptions qui vont être en jeu. Il est rendu à 171 députés libéraux, 140 conservateurs. Et on le voit dans le tableau actuellement, ça prend le chiffre de 172 pour la majorité. Je parlais d'élections partielles lundi, 3, dont 2 dans des circonscriptions extrêmement sûres pour les libéraux qu'ils ont toujours gagné. Donc on dans peut la pas grande avoir de région surprise dans ces circonscriptions. Non, je dirais si on a gagé quelque chose à Las Vegas, ça serait une bonne gageure à prendre. Donc Mark Carney deviendrait officiellement majoritaire, même si lors de l'élection générale, il était minoritaire. Même Yves-François Blanchet appelle maintenant ce gouvernement un gouvernement majoritaire. Donc, ça donne le ton de ce qui s'en vient présentement à la Chambre des communes. Mais d'abord, je veux revenir sur Marilyn Gladu. Comment elle explique sa décision? C'est spécial. Marilyn Gladu est une vraie conservatrice qui a pris des positions, même au niveau de l'avortement, de la légalisation de la marijuana, extrêmement dures face aux libéraux. Elle décide de basculer. Elle était dans une circonscription, il faut dire, qui a toujours voté libéral
avant son entrée en 2015. Elle était rentrée en même temps que moi lors de cette élection-ci. Donc, elle décide de faire le saut. Ça veut dire que sur le terrain, ce que l'on voit dans les sondages, que la majorité des citoyens approuvent la façon de faire de politique de Mark Carney est en train de porter fruit. Je tiens à souligner qu'il y a eu 2 députés de l'Ontario qui ont parti des conservateurs vers les libéraux, et un de l'Alberta, la circonscription la plus conservatrice. Il y a un député qui a accepté de traverser la Chambre, donc devenir un transfuge avec tout ce que ça apporte. Donc, ça envoie un très mauvais signal aux troupes conservatrices. Puis, Alain, rappelle-toi, le député conservateur Gérard Deltel, en entrevue sur nos ondes, semblait pas du tout inquiet de voir d'autres transfuges. On va le réécouter. Vous êtes clair et net ce soir, il n'y aura pas d'autres conservateurs qui vont faire le saut chez les libéraux. Non. Parfait. C'est clair, en tout cas? Ça vieillit mal, J'avais été presque surprise par sa réponse parce que, Alain, il y avait des rumeurs qui circulaient. Il y en a encore qui circulent en ce moment. Là, ce ne seront pas les seuls, apparemment. Non, je te confirme qu'il y a un mécontentement qui est majeur. Il y a même des députés qui préparent une demande de démission de Pierre Poilievre. Avec l'élection partielle qui s'en vient, ça va être extrêmement dur pour lui. Je dirais que c'est presque impossible de survivre dans un caucus conservateur dans de telles conditions. Il va leur rester 3 ans pour essayer de mettre en place une personne qui pourrait ultimement gagner l'élection générale, ce qu'il rêve depuis déjà plus de 11 ans. Oui, puis rapidement, qu'est-ce que ça va se changer, la majorité pour Mark Carney? Ça veut dire pour lui le plein contrôle de la Chambre des communes. Il va lui rester seulement les comités qu'il n'a pas. Pour ça, il devrait déposer un projet de loi et le gagner. Avec la majorité, tout est possible à partir de ce moment-ci. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. On s'en reparle lundi. Les élus ne remettront pas les pieds à l'Assemblée nationale avant le 5 mai prochain. Le gouvernement Legault qui a décidé de proroger la session pour permettre au prochain ou à la prochaine chef de bien s'installer après son élection de dimanche. Alors, Jean-François, l'avenir de plusieurs projets de loi est maintenant en jeu, là. Oui, parce qu'il restera seulement 5 semaines de travaux par la suite pour régler tout ça. Un discours également d'ouverture qu'on devra discuter. En fait, on devra débattre de ce discours-là et ensuite l'étude des crédits également. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour les autres projets de loi, dont celui sur la Constitution. Mais c'est pour laisser plus de temps donc au prochain ou la prochaine première ministre. Ça a été pris d'ailleurs, cette décision-là, en discutant avec Christine Fréchette et Bernard Drainville. On dit du côté du bureau du premier ministre, la décision donnera le temps nécessaire aux équipes de se préparer, d'assurer une transition adéquate à la suite de l'élection d'un nouveau premier ministre ou d'une nouvelle première ministre. Je rappelle que c'est le 12 avril, donc ce dimanche, que ce sera décidé. Mais du côté de l'opposition, on trouve que c'est vraiment peu de temps qu'il va rester. On proroge pendant 3 semaines la session en privilégiant essentiellement les intérêts partisans de la CAQ et en protégeant le prochain premier ministre plutôt que de veiller aux intérêts de la population québécoise. C'est une longue prorogation. 3 semaines où le Parlement, l'Assemblée nationale, ne siégera pas. Mais vous savez, pour nous, là, finalement, c'est la cerise sur le sundae d'une session parlementaire brouillonne. Le gouvernement était sur pause alors que les gens avaient de la misère à payer leur loyer, leur épicerie. Et là, de continuer la pause encore aussi longtemps, moi, je trouve ça totalement irrespectueux envers la population. Jean-François, maintenant, selon plusieurs sources, le gouvernement aurait décidé de débloquer 300 millions de dollars pour les travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. En tout cas, c'est ce qu'avance le Journal de Montréal cet après-midi. On sait que le 300 millions, c'est un montant qui est demandé par la coalition HMR depuis un bon moment. De mon côté, j'ai pu confirmer qu'il y a une rencontre avec la ministre Sonia Bélanger et l'administration de l'hôpital aujourd'hui. Pas d'annonce prévue cependant, mais on sait aussi que du côté du ministère des Infrastructures, on disait que l'argent était là, qu'on n'avait pas de montant parce qu'il fallait lancer des appels d'offres qui devraient être faits au cours des prochaines semaines. Bon, parallèlement, tu sais, le chef conservateur Éric Duhaime qui veut poursuivre la politique autonomiste de la CAQ. Oui, voilà. Donc, la troisième voie du côté du Parti conservateur. On dit que selon un sondage qu'ils ont publié aujourd'hui, c'est ce que préfèrent les Québécois pour ne pas retourner donc dans ce débat souverainiste fédéraliste. On peut écouter Éric Duhaime qui croit que la CAQ n'a pas été assez loin. On n'a pas su dégager un rapport de force à l'avantage du Québec. Je regarde ce qui s'est passé dans l'Ouest, là, ils l'ont leur rapport de force présentement. Là. Puis vous le voyez, le gouvernement fédéral plie devant l'Alberta. Puis c'est pas parce que M. Carney, ça lui fait plaisir là, de répondre positivement aux demandes de Mme Smith. Là. Elle va même devant les tribunaux, elle conteste systématiquement les ingérences fédérales une à une, ce que le Québec, malheureusement, n'a pas fait depuis 8 ans. Éric Duhaime a l'intention d'ailleurs de se rendre dans les provinces de l'Ouest pour discuter avec les premiers ministres d'autonomisme.
Merci, Jean-François. L'Autorité des marchés publics enquête sur le groupe santé IPA. Nouveau Info vous révélait en février que cette agence privée a pris la place d'une coopérative en soins à domicile de Lanaudière après avoir remporté un appel d'offres. Elle serait en pleine campagne de maraudage agressif pour recruter du personnel en faisant pression sur les bénéficiaires vulnérables, souvent âgés. En 2023, les propriétaires travaillaient pour une autre agence soupçonnée d'avoir participé à un stratagème de collusion. Salut Yves. Salut Marie-Christine. On va parler ensemble de souveraineté numérique, parce que le gouvernement du Québec souhaite, semble-t-il, créer une société informatique avec CGI, tout ça pour avoir l'indépendance numérique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On le saura peut-être dans 5 ans, mais aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne idée. Pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons politiques, pour protéger nos données, pour se protéger face à des géants informatiques de l'extérieur, bien que même si on fait affaire avec des sociétés québécoises, on dépend de ces géants-là à un titre ou à un autre. Mais au-delà de ça, Marie-Christine, pense à tous les projets numériques qui systématiquement ont coûté plus cher, trop cher, scandaleusement cher, qui ont foiré, pas juste au Québec, au fédéral aussi. Mais penses-tu que vraiment ça va éviter des scandales comme ça clique, par exemple? Je ne sais pas, mais je me dis que si tu on... y rêves. Mais c'est parce que... quand je dis je ne sais pas, ça montre exactement le problème avec les projets informatiques. Oui. C'est que la construction de routes, c'est assez clair dans l'esprit des gens. Il y a des matériaux, il y a du travail. L'informatique, c'est beaucoup plus mystérieux. Et donc, une société d'État, quand on regarde comment ça a dérapé à la SAAQ, on se rend compte que les gestionnaires eux-mêmes, ils comprennent rien là-dedans. Et donc, ils peuvent se faire mener en bateau ou en tout cas pas être capables de diriger le bateau. Alors, qu'est-ce qui c'est que si tu es partenaire dans cette société-là, d'abord, quand elle fait des profits, tu es supposé d'y participer. Oui. Tu participes aussi au risque, bien sûr, mais on peut espérer qu'au moins, on va être dans un projet qui va être un peu contrôlé avec des paramètres connus et des employés de l'État qui vont être en partenariat. Si c'était juste des fonctionnaires, je ne penserais pas que ce serait une très bonne idée non plus. Mais une co-entreprise... Oui, je pense que c'est... En tout cas, l'idée me séduit beaucoup. Oui. Donc, on pourrait éventuellement moins se faire rouler dans la farine grâce à l'expertise possible de CGI. CGI, il faut dire, c'est une entreprise mondiale. Je pense que les Québécois ne réalisent pas à quel point c'est vraiment un fleuron. Oui. C'est une entreprise qui a des activités dans une quarantaine de pays, 91 000 employés. Fondateur du Saguenay. Un fier Saguenayen de Chipcha. Donc, c'est une très grande entreprise québécoise. Mais donc, évidemment, là, on a tous en tête aussi les projets où il y avait un partenariat public-privé qui n'ont pas bien tourné. Mais dans un cas comme celui-là, moi, je pense que c'est un pari qui est intéressant. Ensuite, on verra dans les détails comment ça s'organise. Ça me semble une belle fin de mandat pour ce gouvernement-là, après tout ce qu'on a connu. Moi, je souhaite qu'on garde en archive cette intervention-là. Et dans 5 ans, on pourra en reparler ensemble. D'accord. Merci, à demain. Eh bien oui, elle est bonne. Puis moi, je suis bien porteuse encore. La meilleure façon d'éclaircir la marde, c'est de la brasser. OK. Alex, je te cacherai pas que c'est mon genre de série, ça. Bien, tu devrais être contente. Ça va être maintenant les films. On passe à la série. Alors, Bon Cop, Bad Cop, on a vu donc les premières images de la bande-annonce. Alors, toujours nos deux comparses qui sont plus ou moins efficaces ensemble. Alors, ils vont se retrouver... On a changé d'acteur, par exemple. Oui, exactement. C'est Henry Dzierny qui a remplacé Colm Feore dans le bon policier. Patrick Huard sur le mauvais. Alors, ils vont se retrouver dans une enquête à travers le Canada pour essayer de retrouver un chef de bande d'une communauté autochtone de la Gaspésie qui a disparu. Tu l'as dit, changement de Colm Feore pour Henry Dzierny. Sinon, Sarah-Jeanne Labrosse est là. De nouveau, Christine Beaulieu qui arrive dans le décor et aussi Joshua Odjick qui vont tous être des policiers qui vont aider nos amis à essayer d'élucider tout ça. Ça débarque le 7 mai prochain sur Crave. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, Alexandra Streliski qui va participer à un spectacle de cirque.
Oui, en fait, c'est son spectacle qu'elle va retravailler pour une version inédite ici avec le cirque Le Roux. Donc, son spectacle Entre chien et louve. Elle a déjà 250 représentations à travers le monde de fait, mais là, ça va être une version inédite. C'est-à-dire qu'il va y avoir de ses compositions de ses albums, mais elle va ajouter de nouvelles compositions spécifiquement pour ce spectacle-là qui va mélanger cirque. Ça va être du 4 au 14 novembre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts et les billets sont en vente aujourd'hui. Garochez-vous parce que j'ai l'impression que ça va C'est clair, c'est toujours bon. Maintenant, Jeannette Bertrand qui annule sa participation au Salon du Livre du Québec. Oui, grande déception dans le Salon du Livre de Québec qui commence demain jusqu'à dimanche au Palais des Congrès de Québec. Elle devait être là les 11 et 12 avril. Malheureusement, elle ne pourra pas être présente parce qu'elle a une inflammation respiratoire. On nous dit que ça va mieux de son côté, mais malheureusement, elle n'est pas assez en santé pour se rendre là-bas et faire aussi les 2 journées. Elle a tellement le droit de se reposer, prendre du temps pour elle. On lui souhaite, bien sûr, prompt rétablissement. À demain! Hey, il reste 20 secondes, mon cher Alex. Dans ce temps-là, on peut jaser, on peut placoter. J'ai eu mauvais décompte dans l'oreille. C'est pas grave, ça arrive. Ben oui, ça arrive. Parle-moi de ta santé. Comment ça va? T'as-tu une infection respiratoire? Toi, ça va? Tu tousses pas? Ça va très bien. De ton côté? On va top shape aussi. Parfait. On va... si tu veux, tu peux rester pour les sports. Non, ça va aller. Merci. Bye. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, chez le Canadien, le bon travail de Mike Matheson est reconnu? Effectivement, parce qu'il a été choisi. Il est le candidat donc, du Canadien de Montréal pour le trophée Bill Masterton. Alors, ce trophée-là, il est remis par la Ligue nationale. On le remet aux joueurs qui incarnent le mieux la qualité de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement à son sport également. Matheson, effectivement, c'est un joueur qui est très utile au Canadien de Montréal. Il l'a encore prouvé hier en jouant de très, très grosses minutes. Il est le joueur qui a la moyenne de jeu la plus élevée chez le Canadien de Montréal cette saison. Dans l'histoire du Canadien, il y en a 6 joueurs qui ont gagné ce trophée. On s'amusait avec ça cet après-midi à les trouver. Le dernier, je te le dis, c'est Carey Price. As-tu une idée du premier? On n'a pas eu le même jeu cet après-midi dans la salle des nouvelles, je vous le confirme. Par contre, tout le monde était déçu que Cole Caulfield n'ait pas compté son 50e but. Il y a très mauvaise écoute parce que là, Yannick essayait de te parler. Je sais, mais je voulais taire sa question. Claude Provo. Claude Provo en 68. Non. Écoute, personne ne l'avait trouvé de toute façon. Je sais que tout le monde est déçu. Tout le monde nous demande comment ça se fait qu'il n'a pas marqué son 50e but. Un instant. C'est peut-être demain contre le Lightning de Tampa Bay. Ça va être un match très important. Regarde le tableau. C'est serré dans l'Est. Les 2 équipes, Canadiens et le Lightning, ont le même nombre de points avec les Sabres de Buffalo en tête de l'Atlantique. Ça va être un match de série demain, Marie-Christine. J'ai hâte de voir ça. Maintenant, tournoi de tennis de Monte-Carlo. Félix Auger-Aliassime accède au 3e tour. Oui, tout à fait. C'est une victoire contre Marin Cilic. C'est un vieux de la vieille qui a déjà gagné le US Open en 2014. Alors, Félix a gagné en 2 manches de 7-6 et 6-3. Ça va être un bon défi pour lui lors du prochain tour. C'est Casper Ruud, son prochain adversaire. Et on va te montrer des images du match entre Daniil Medvedev et Matteo Berrettini. Berrettini a gagné son match 6-0, 6-0 contre Medvedev. Regarde la réaction de Daniil Medvedev lors de cette rencontre. Quand tu parles de mauvais perdant, de mauvais perdant, tout à fait, de réaction anti-sportive. Cette fois, c'est le cas de le dire, Medvedev... Il voulait vraiment achever sa raquette. Là. Oui, a réussi le seul bris, c'est avec sa raquette. Ben oui, c'est clair. Mon Dieu! Ben oui. Ah non, je sais. Pour les jeunes à la maison, ne faites pas ça. Ça marche, je serais pas fière. Bon, maintenant... Ça coûte cher, une raquette. Au golf, le tournoi des maîtres est présenté en fin de semaine. Puis aujourd'hui, c'était le traditionnel concours de Normal 3. C'est dans un cadre beaucoup plus léger parce que les golfeurs sont là avec leurs épouses, leurs enfants qui peuvent fouler le terrain, jouer avec eux également. Donc, c'était présenté aujourd'hui. Il y a eu quelques trous d'un coup, entre autres celui-ci, Justin Thomas, qui a réalisé un des 5 trous d'un coup de la journée. Ça débute officiellement demain. Toutes les rondes seront présentées du côté de RDS. C'est vraiment un événement à suivre. Et on va te parler de baseball parce que les Blue Jays de Toronto, malheureusement, sont sur une mauvaise séquence de 6 défaites de suite. C'est la conclusion de leur série face aux Dodgers de Los Angeles. C'est un résultat de 9e manche. Alors, c'est 4-3 pour les Blue Jays. Il y a un retrait. Disons qu'en plus de perdre des matchs, les Blue Jays perdent des joueurs, beaucoup de blessures depuis le début de la saison. Alors, c'est toujours 4-3 en début de 9e. On tient au courant, on intervient s'il y a quoi que ce soit. Merci, merci. Vous êtes bon, vous êtes bon. On le sait. Salut. À demain. La trafiquante qui a fourni la drogue qui a tué l'acteur Matthew Perry a reçu sa sentence aujourd'hui en Californie. Celle qu'on surnomme la reine de la kétamine a été condamnée à 15 ans de prison. La femme de 42 ans a plaidé coupable l'an dernier à une série de chefs d'accusation. On rappelle que le comédien vedette de la comédie Friends est mort d'une overdose il y a maintenant 2 ans et demi. La star de 54 ans avait des problèmes de dépendance depuis de nombreuses années.
Bonsoir, Michel. Allô, Marie-Christine. Ce soir, débat quand même émotif et qui divise quand même. Ça concerne les animaux en appartement. Oui, et qui fait beaucoup parler, particulièrement depuis la décision du tribunal administratif du logement, décision qui pourrait changer les règles pour des milliers de locataires au Québec. Je rappelle qu'il y a une juge qui a invalidé une clause de bail qui interdisait d'avoir des animaux dans l'appartement. Elle jugeait en fait la clause déraisonnable, contraire à la Charte des droits et libertés. C'est une première brèche dans la loi, selon la SPCA, qui s'en réjouit en quelque sorte parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers d'animaux qui sont abandonnés chaque année. Parce que on le voit le 1er juillet. Exact. Puis même maintenant, c'est à l'année. Mais ça inquiète les propriétaires qui sont inquiets, en fait, des responsabilités, des dommages également. Alors, pour ou contre la possibilité d'interdire les animaux dans les appartements, dans les logements, c'est la question du débat de ce soir. Ça serait intéressant tout ça. Merci beaucoup, mon cher Michel. Bye-bye, bonne soirée. Bye, bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.